surproduction et misère de masse, chacune étant la cause de l'autre, telle est la contradiction absurde à laquelle elle aboutit et qui exige fatalement un déchaînement des forces productives par la transformation du mode de production. Il est prouvé par conséquent que, dans l'histoire moderne tout au moins, toutes les luttes politiques ont été des luttes de classe et que toutes les luttes émancipatrices de classe, malgré leur forme nécessairement politique, car toute lutte de classe est une lutte politique, tournent en dernière analyse autour de l'émancipation économique. Par conséquent, l'État, le régime politique, constitue ici tout au moins l'élément secondaire et la société civile, le domaine des relations économiques, l'élément décisif. La conception traditionnelle, à laquelle Hegel sacrifie lui aussi, voyait dans l'État l'élément déterminant et dans la société civile l'élément déterminé par le premier. Mais ce n'est conforme qu'aux apparences. De même que, chez l'homme isolé, toutes les forces motrices de ses actions doivent nécessairement passer par son cerveau, se transformer en facteur déterminant de sa volonté pour l'amener à agir. De même, tous les besoins de la société civile, quelle que soit la classe au pouvoir, doivent passer par la volonté de l'État pour obtenir le crédit général sous forme de loi. Tel est le côté formel de la chose qui se comprend de soi-même. La question est seulement de savoir quel est le contenu de cette volonté purement formelle, celle de l'individu isolé comme celle de l'État. Et d'où vient ce contenu? Pourquoi on veut précisément telle chose et non pas telle autre? Et si nous en cherchons la raison, nous trouvons que, dans l'histoire moderne, la volonté d'État est déterminée d'une façon générale par les besoins changeants de la société civile, par la suprématie de telle ou telle classe, en dernière analyse, par le développement des forces productives et des rapports d'échange. Mais si, déjà à notre époque moderne, avec ses formidables moyens de production et de communication, l'État ne constitue pas un domaine indépendant avec un développement indépendant, et si au contraire son existence comme son développement s'expliquent en dernière analyse par les conditions d'existence économique de la société, cela doit être encore beaucoup plus vrai de toutes les époques précédentes, où la production de la vie matérielle des hommes ne disposait pas encore de ces riches ressources, et où, par conséquent, la nécessité de cette production devait exercer une domination plus grande encore sur les hommes. Si l'État, encore actuellement, à l'époque de la grande industrie et des chemins de fer, n'est au fond que le reflet, sous une forme condensée, des besoins économiques de la classe régnant sur la production, il devait l'être encore beaucoup plus à l'époque où une génération humaine étant obligée de consacrer une bien plus grande partie de sa vie entière à la satisfaction de ses besoins matériels, en dépendait par conséquent beaucoup plus que nous aujourd'hui. L'étude de l'histoire des époques passées, dès qu'elle s'occupe sérieusement de cet aspect, le confirme surabondamment. Mais cela ne peut évidemment pas être traité ici. Si l'État et le droit civil sont déterminés par les conditions économiques, il en est évidemment de même aussi
pour le droit privé, qui ne fait au fond que sanctionner les rapports économiques normaux dans les conditions données qui existent entre les individus. Mais la forme sous laquelle cela se produit peut être très différente. On peut, comme cela s'est produit en Angleterre en accord avec tout le développement national, conserver en majeure partie les formes du vieux droit féodal, tout en leur donnant un contenu bourgeois, ou même donner directement un nom bourgeois au contenu féodal. Mais on peut également, comme ça a été le cas sur le continent en Europe occidentale, mettre à la base le premier droit mondial d'une société productrice de marchandises, le droit romain, avec son élaboration extraordinairement précise de tous les principaux rapports juridiques existants entre simples possesseurs de marchandises, ouvrez la parenthèse, acheteurs et vendeurs, créanciers et débiteurs, contrats, obligations, etc. Fermez la parenthèse. On peut, à cette occasion, dans l'intérêt d'une société encore petite bourgeoise et semi-féodale, soit le ramener simplement par la pratique juridique au niveau de cette société, droit commun entre parenthèses, ou, à l'aide de juristes soi-disant éclairés, moralistes, le remanier et en faire un code à part correspondant à cet état social, code qui, dans ces conditions, sera mauvais même du point de vue juridique. Droit prussien entre parenthèses. Mais on peut encore, après une grande révolution bourgeoise, élaborer, sur la base précisément de ce droit romain, un code de la société bourgeoise aussi classique que le code civil français. Si, par conséquent, les prescriptions du droit bourgeois ne sont que l'expression, sous une forme juridique, des conditions d'existence économique de la société, cela peut se faire bien ou mal selon les circonstances. L'État s'offre à nous comme la première puissance idéologique sur l'homme. La société se crée un organe en vue de la défense de ses intérêts communs contre les attaques intérieures et extérieures. Cet organe est le pouvoir d'État. À peine né, il se rend indépendant de la société, et cela d'autant plus qu'il devient davantage l'organe d'une certaine classe et qu'il fait prévaloir directement la domination de cette classe. La lutte de la classe opprimée contre la classe dominante devient nécessairement une lutte politique, une lutte menée d'abord contre la domination politique de cette classe. La conscience du rapport de cette lutte politique avec sa base économique s'atténue et peut même disparaître complètement. Mais même lorsqu'elle ne disparaît pas complètement chez ceux qui participent à cette lutte, cela se produit presque toujours dans l'esprit des historiens. De toutes les anciennes sources concernant les luttes au sein de la République romaine, Appien est le seul qui nous dise clairement et nettement de quoi il s'agissait en réalité, à savoir de la propriété foncière. Mais l'État, une fois devenu une force indépendante à l'égard de la société, crée à son tour une nouvelle idéologie. C'est, chez les professionnels de la politique, chez les théoriciens du droit public et notamment chez les juristes du droit privé, que disparaît vraiment
le rapport avec les faits économiques. Comme dans chaque cas particulier, force est aux faits économiques de prendre la forme de motifs juridiques pour être sanctionnés sous forme de loi, et comme il faut aussi, bien entendu, tenir compte de tout le système juridique déjà en vigueur pour eux, c'est la forme juridique qui doit être tout et le contenu économique rien. Droit public et droit privé sont traités par eux comme des domaines indépendants ayant leur propre développement historique indépendant, qu'on peut et qu'on doit exposer en eux-mêmes d'une façon systématique, en éliminant logiquement toutes les contradictions internes. Des idéologies encore plus élevées, c'est-à-dire encore plus éloignées de leur base matérielle économique, prennent la forme de la philosophie et de la religion. Ici, le rapport des êtres avec leurs conditions d'existence matérielle devient de plus en plus complexe, est de plus en plus obscurci par les anneaux intermédiaires. Mais il existe, cependant. Si toute l'époque de la Renaissance, depuis le milieu du XVe siècle, fut un produit essentiel des villes, par conséquent de la bourgeoisie, il en fut de même de la philosophie, qui sortit alors de son sommeil. Son contenu n'était au fond que l'expression philosophique des idées correspondant au développement de la petite et de la moyenne bourgeoisie en la grande bourgeoisie. Cela apparaît clairement chez les Anglais et les Français du siècle précédent, qui étaient en de nombreux cas aussi bien économistes politiques que philosophes, et, pour ce qui est de l'école de Hegel, nous l'avons montré plus haut. Arrêtons-nous cependant encore un peu à la religion, parce que c'est elle qui est le plus éloignée de la vie matérielle et semble lui être le plus étrangère. La religion est née, à une époque extrêmement reculée, des représentations des hommes pleines de malentendus, toutes primitives, concernant leur propre nature et la nature extérieure environnante. Mais chaque idéologie, une fois constituée, se développe sur la base du thème de représentation donné et l'enrichit. Sinon, elle ne serait pas une idéologie, c'est-à-dire la poursuite d'idées en tant qu'entité vivant d'une vie indépendante, se développant d'une façon indépendante et uniquement soumises à leurs propres lois. Le fait que les conditions d'existence matérielle des hommes, dans le cerveau desquels se poursuit ce processus idéologique, déterminent en dernière analyse le cours de ce processus, reste chez eux nécessairement inconscient. Sinon, c'en serait fini de toute l'idéologie. Ces représentations religieuses primitives, par conséquent, qui sont la plupart du temps communes à chaque groupe de peuples apparentés, se développent après que ce groupe s'est scindé en plusieurs morceaux, d'une façon spéciale chez chaque peuple, selon les conditions d'existence qui lui sont dévolues. Et ce processus est prouvé pour toute une série de groupements de peuples, notamment pour le groupement arien, appelé indo-européen entre parenthèses, par la mythologie comparée. Les dieux qui se sont ainsi constitués chez chaque peuple étaient des dieux nationaux, dont l'empire ne dépassait pas les limites du territoire national qu'ils avaient à protéger, et au-delà des frontières duquel d'autres dieux exerçaient une domination incontestée. Ils ne pouvaient vivre en imagination
que tant que subsistait la nation. Ils disparurent en même temps qu'elle. Cette disparition des vieilles nationalités fut provoquée par l'apparition de l'Empire romain, dont nous n'avons pas à examiner ici les conditions économiques de la formation. Les vieux dieux nationaux tombèrent eux aussi en désuétude, même les dieux romains, lesquels n'étaient adaptés précisément qu'aux limites étroites de la cité romaine. Le besoin de compléter l'empire mondial par une religion également mondiale apparaît clairement dans les tentatives faites en vue d'accorder du crédit et des autels à Rome, à côté des dieux indigènes, à tous les dieux étrangers dignes de quelque respect. Mais une nouvelle religion mondiale ne se crée pas de cette façon, au moyen de décrets impériaux. La nouvelle religion mondiale, le christianisme, s'était déjà constitué clandestinement. Un amalgame de la théologie orientale, surtout juive, universalisée, et de la philosophie grecque, surtout stoïque, vulgarisée. Pour savoir l'aspect qu'il avait au début, il faut procéder d'abord à des recherches minutieuses, car la forme officielle sous laquelle il nous a été transmis n'est que celle sous laquelle il devint religion d'État et fut adapté à ce but par le concile de Nicée. À lui seul, le fait qu'il devint religion d'État 250 ans après sa naissance prouve qu'il était la religion correspondante aux conditions de l'époque. Au Moyen-Âge, il se transforma, au fur et à mesure du développement du féodalisme, en une religion correspondante à ce dernier, avec une hiérarchie féodale adéquate. Et lorsqu'apparut la bourgeoisie, l'hérésie protestante se développa en opposition au catholicisme féodal, d'abord dans le midi de la France, chez les Albigeois, à l'époque de la plus grande prospérité des villes de cette région. Le Moyen-Âge avait annexé à la théologie toutes les autres formes de l'idéologie, la philosophie, la politique, la jurisprudence, et on avait fait des sous-sections de la théologie. Il obligeait ainsi chaque mouvement social et politique à prendre une forme théologique. Pour provoquer une grande tempête, il fallait présenter à l'esprit des masses alimentées exclusivement de religion leurs propres intérêts sous un déguisement religieux. Et, de même que, dès le début, la bourgeoisie fit naître une faction de plébéiens, de journaliers et de gens de service de toutes sortes, non possédants et n'appartenant à aucun État reconnu, et le précurseur du futur prolétariat. De même, l'hérésie se divise dès le début en une hérésie bourgeoise modérée et une hérésie plébéienne révolutionnaire que les hérétiques bourgeois tiennent aussi en horreur. L'indestructibilité de l'hérésie protestante correspondait à l'invincibilité de la bourgeoisie prospère. Lorsque celle-ci fut devenue suffisamment forte, sa lutte contre la noblesse féodale, de caractère jusque-là presque exclusivement local, commença à prendre des dimensions nationales. La première grande action eut lieu en Allemagne, on l'appela la Réforme. La bourgeoisie n'était ni assez forte, ni assez développée pour pouvoir grouper sous sa bannière les autres États révoltés, les plébéiens des villes, la petite noblesse et les paysans. La noblesse fut battue la première. Les paysans se soulevèrent,
dans une insurrection qui constitue le point culminant de tout ce mouvement révolutionnaire. Les villes les abandonnèrent, et c'est ainsi que la révolution succomba devant les armées des princes, lesquels en tirèrent tout le profit. À partir de ce moment-là, l'Allemagne disparaît pour 3 siècles durant des pays exerçant une action indépendante dans l'histoire. Mais, à côté de l'allemand Luther, il y avait eu le français Calvin. Avec une netteté bien française, Calvin mit au premier plan le caractère bourgeois de la réforme, républicanisa et démocratisa l'Église. Tandis qu'en Allemagne, la réforme luthérienne dégénérait et menait l'Allemagne à la ruine, la réforme calviniste servit de drapeau aux républicains à Genève, en Hollande, en Écosse, libéra la Hollande du joug de l'Espagne et de l'Empire allemand et fournit le costume idéologique pour le deuxième acte de la révolution bourgeoise qui se déroula en Angleterre. Le calvinisme s'y révéla comme le véritable déguisement religieux des intérêts de la bourgeoisie de l'époque. Aussi ne fut-il pas reconnu complètement lorsque la révolution de 1689 se termina par un compromis entre une partie de la noblesse et de la bourgeoisie. L'Église nationale anglaise fut rétablie, mais pas sous sa forme antérieure en tant qu'Église catholique, avec le roi pour pape, mais fortement calvinisée. La vieille Église nationale avait célébré le joyeux dimanche catholique et combattu le morne dimanche calviniste. La nouvelle Église en bourgeoisie introduisit ce dernier qui embellit encore maintenant l'Angleterre. En France, la minorité calviniste fut en 1685 réprimée, convertie au catholicisme ou expulsée du pays. Mais à quoi cela servit-il ? Déjà à cette époque, le libre penseur Pierre Bayle était à l'œuvre et en 1694 naquit Voltaire. Les mesures de rigueur de Louis XIV ne firent que faciliter à la bourgeoisie française la réalisation de sa révolution sous la forme irreligieuse, exclusivement politique, la seule qui convenait à la bourgeoisie développée. Au lieu de protestants, ce furent des libres penseurs qui siégèrent dans les assemblées nationales. Par là, le christianisme était entré dans son dernier stade. Il était devenu incapable de continuer à servir de déguisement idéologique aux aspirations d'une classe progressive quelconque. Il devint de plus en plus la propriété exclusive des classes dominantes qui l'emploient comme simple moyen de gouvernement en vue de maintenir sous le joug les classes inférieures. À remarquer que chacune des différentes classes utilise la religion qui lui est conforme. L'aristocratie foncière, le jésuitisme catholique ou l'orthodoxie protestante, la bourgeoisie libérale et radicale, le rationalisme. La question de savoir si ces messieurs croient ou non à leur religion respective étant d'ailleurs sans importance. Nous voyons par conséquent que la religion, une fois constituée, contient toujours une matière transmise, de même que, dans tous les domaines idéologiques, la tradition est une grande force conservatrice. Nous voyons par conséquent que la religion, une fois constituée, contient toujours une matière transmise,
De même que, dans tous les domaines idéologiques, la tradition est une grande force conservatrice. Mais les changements qui se produisent en cette matière découlent des rapports de classe, par conséquent, des rapports économiques entre les hommes qui procèdent à ces changements. Et cela suffit ici. Il ne peut évidemment être question, dans ce qui précède, que d'une esquisse générale de la conception marxiste de l'histoire, et tout au plus de quelques illustrations. C'est d'après l'histoire elle-même qu'il faut faire la preuve. À ce sujet, je puis bien dire que d'autres écrits l'ont déjà suffisamment établi. Mais cette conception met fin à la philosophie dans le domaine de l'histoire, tout comme la conception dialectique de la nature rend aussi inutile qu'impossible toute philosophie de la nature. Partout, il ne s'agit plus d'imaginer dans sa tête des rapports, mais de les découvrir dans les faits. Il ne reste plus dès lors à la philosophie, chassée de la nature et de l'histoire, que le domaine de la pensée pure, dans la mesure où celui-ci subsiste encore, à savoir la doctrine des lois du processus intellectuel lui-même, c'est-à-dire la logique et la dialectique.